Alors bonjour, nous voici en direct encore pour le troisième de notre Facebook Live. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui euh, de, euh, de plein de plantes qu'on a à la maison. En fait, les légumes et encore quelques épices. Puis, en attendant que les gens se joignent à nous, j'aimerais vous parler un petit peu de moi pendant que les gens s'installent puis arrivent. Donc, je vais aussi, juste parce que j'ai oublié un petit truc, je vais aller chercher mon cellulaire pour avoir les questions que Geneviève va pouvoir m'écrire. Donc, voilà. C'est fait. OK. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui, en fait, du chou, puis de certaines brassicacées comme le réfort, la moutarde, puis ensuite, tout ce qu'on peut faire avec l'oignon, parce que c'est vraiment une commodité qu'on a pas mal tout le monde à la maison, et, euh, et de l'ail, qui est comme une petite pharmacie en tant que telle. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc, moi, je m'appelle Caroline Gagnon. Je suis directrice et cofondatrice de Flora Medicinale, une école d'herboristerie qui a cette année 20 ans. Alors, on fête nos 20 ans. Et moi, ça fait à peu près presque 30 ans que je pratique l'herboristerie. Je suis une herboriste thérapeute, donc je vois des gens en consultation qui ont des problèmes de santé. Et puis on les accompagne à travers une démarche au niveau des plantes, au niveau de changement d'habitude de vie aussi. Et je suis aussi une amoureuse de la nature et de l'autonomie. Et donc, moi, quand je travaille avec les plantes médicinales et qui poussent autour de chez moi, et aussi les aliments que j'ai à la maison, ben, ça change notre relation aux remèdes. Parce que quand on achète quelque chose ou on prend des médicaments, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments, il faut prendre des médicaments quand on en a besoin, c'est qu'on a, on s'inscrit dans en fait, dans un paradigme où on a un problème, puis on prend quelque chose pour la solution. Tu sais, on prend un remède à ça. Puis quand, en tout cas, je le vois avec mes clients, mes étudiants, quand on incorpore les plantes médicinales ou même les aliments dans notre alimentation au quotidien qui sont en fait thérapeutiques pour nous, ben ça devient moins comme une prise de médicaments. Donc, juste ça, ça fait qu'on se sent moins malade. Et puis, on avait décidé de faire cette série-là de live avec vous, avec le début, en fait, du confinement, puis de la crise du COVID-19. Et là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de magasins ou même des fournisseurs en plantes médicinales où il y avait des ruptures de stock. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, on a tellement de choses autour de nous. Donc, on va faire des petites capsules comme ça, vidéo, pour vous montrer et puis pour vous, en fait, vous parler des ressources que vous avez autour de vous pour, en fait, vous rendre plus autonome, mais aussi vous donner un sentiment de sécurité, que vous n'êtes pas mal prise et mal pris. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, il y a beaucoup de cette information-là et plus encore dans un cours que Flora Medicina donne qui s'appelle Alimentation thérapeutique. Dans ce cours-là, on voit des grandes familles botaniques, entre autres, pour, par exemple, les brassicacées, tout ce qu'on peut faire avec, c'est quoi les vertus médicinales de ces brassicacées-là, toutes les épices, mais aussi les approches thérapeutiques au niveau de l'alimentation et les bases de la nutrition. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui s'installent, les Laurentides. Donc, je vais commencer par vous parler justement du chou. Donc, moi, j'habite en Amérique du Nord et l'hiver est long. Et mes ancêtres, il y avait choux, oignons, ail, patates, carottes et d'autres familles, et d'autres aliments dans la famille des brassicacées, dont les navets, etc. Donc, le chou était
pour nos grands-mères, un remède fantastique. Et le chou, en fait, hein, brocoli, chou de Bruxelles, tous les types de choux, même le kale, ils proviennent tous du même ancêtre qui, il y a plusieurs milliers d'années, là, et on a sélectionné, transformé pour qu'il y ait différentes variétés. Mais ils ont tous en commun des composés assez particuliers, les plantes de la famille du chou, qu'on appelle les brassicacées. Et dans les brassicacées, on a comme un petit goût piquant et aussi sulfuré. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la choucroute à la maison ou même une salade de choux. On sent cette odeur-là de soufre. Et ça, c'est super bon pour votre corps, pour plein de fonctions au niveau du système, mais entre autres aussi pour la détoxification, pour aider votre foie à créer du glutathion qui va aider la détoxification. Donc, les choux et les plantes dans la famille du chou sont, quand on les consomme quotidiennement, une super belle protection contre le cancer. Puis il y a plein d'études là-dessus, autant les cancers colorectaux que les cancers du sein. Donc, en prévention, en fait, vraiment pour les cancers, d'augmenter votre quantité de choux, c'est une super belle idée. Donc, le chou. Le chou, là, j'ai pris, en fait, c'est un gros chou que j'ai essayé d'enlever la feuille sans la briser et j'ai vraiment pas réussi. Donc, j'aime mieux quand je reçois des choux dans mes paniers bio, là, l'été, où les feuilles sont beaucoup plus lousses. C'est beaucoup plus facile d'enlever la feuille puis de la garder entière. Mais c'est pas grave si elle n'est pas entière. Donc, le remède traditionnel du chou, c'est de faire des cataplasmes de chou. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une feuille. Celle-ci-là, je l'ai travaillée. Elle est encore plus rigide. Donc, chaque feuille de chou a une nervure centrale qui est assez rigide. Et là, si vous avez un rouleau à pâte, vous passez le rouleau à pâte sur le chou et vous allez entendre. Donc, on brise les cellules du chou pour relâcher les composés qui sont dans le chou. Donc, moi, je n'ai pas de rouleau à pâte. Alors, ce que je prends, c'est un pot maçon ou ce matin, ce que j'ai pris, c'est mon pot de miel qui était bien fermé. Et en fait, ce qui est rond et qui va rouler pour écraser les fibres et ressortir le sucre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer sur une région qui est inflammée et où il y a de l'édème. Et ça va aider à réduire la chaleur, l'inflammation, l'édème. Donc souvent, ça peut être une blessure, ça peut être une entorse, ça peut être une sorte d'édème, d'inflammation qui peut être au niveau du genou. Parce que ça moule bien le corps, donc on peut l'appliquer. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre, par exemple, un gaz, puis je vais comme faire un bandage pour que le chou puisse rester en place. Et en fait, quand on sent que le chou est rendu très, très chaud, puis vous allez voir, il va se ramollir très, très vite, on enlève le chou, puis on remplace par une autre feuille. L'autre chose où c'est vraiment fantastique, traditionnellement, on l'utilisait sur les seins, puis ça épouse bien la forme du dit sein pour les engorgements au niveau du sein. Ça peut être quand on est prémenstruel, ça peut aider un peu, mais beaucoup quand on allaite, puis il y a un engorgement au niveau du sein, puis ça peut être intéressant pour la mastite, début de mastite. Donc, moi, après mon premier enfant, j'avais eu quelques mastites. Donc, le chou aidait, mais je veux juste faire une petite parenthèse, c'est que l'autre aliment qui m'aidait le plus, c'était la pomme de terre. Donc, de râper la pomme de terre et d'appliquer ça en cataplasme sur le sein dès qu'on a des signes de durcissement puis de chaleur. Et c'est ce qui était le plus efficace. Donc, le chou, on peut aussi, traditionnellement, on le mettait sur les poumons, pour aider à décongestionner. Mais un autre aliment ou un autre épice qui est vraiment intéressant pour décongestionner le poumon, c'est la graine de moutarde. Donc, la graine de moutarde fait partie de la famille du chou, donc des brassicacées.
Et la graine de moutarde, il y a un composé dans la graine de moutarde qui est inactif et qui va s'activer une fois que la graine, elle est broyée puis qu'elle est en contact avec de l'eau. Et là, c'est là que ça devient piquant. Parce que si on place, si j'ai des graines de moutarde noires, si on place, si je touche et je laisse les graines de moutarde entières dans la paume de ma main ou sur ma peau, j'aurai pas cet effet-là piquant. Cet effet-là qui va stimuler la circulation sanguine localement. Et donc, je dois broyer. J'ai un mortier, donc je vais broyer la moutarde. Mais des fois, on peut aussi acheter carrément de la moutarde sèche qui est déjà broyée, donc qui est en poudre et qu'on utilise pour faire un cataplasme. Donc, pour faire un cataplasme, il faut faire attention parce que la moutarde sur la peau, elle peut brûler carrément la peau. Donc, il faut vraiment être à côté de la personne qui le fait sur lequel en tout cas, si on l'applique sur quelqu'un, sinon, c'est pour vous, tu sais, utiliser un miroir ou votre cellulaire pour voir si la peau, elle devient trop rouge. Donc, on va broyer, on va mettre un peu d'eau. Il y en a qui vont mettre des fois un peu de vinaigre de cidre de pomme. Et ensuite, moi, ce que je prends, c'est, par exemple, un coton fromage ou un gaz, en fait, quelque chose qui va laisser le liquide passer, mais donc ça, c'est un peu trop étroit. Là. Ça, c'était mon bandage, en fait, pour cataplasme d'argile que j'ai fait à ma fille qui s'était brûlée. Donc, on va l'appliquer sur le torse et ensuite, on va mettre comme la pâte de moutarde sur la poitrine. Et on laisse quelques minutes. Donc, on peut vérifier aux 2 minutes au début parce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Ce que ça va faire, c'est que ça va stimuler la circulation sanguine vraiment localement. Et ce que ça fait, c'est que ça aide à liquéfier les mucosités qui sont prises dans le poumon. Et ensuite, c'est vraiment plus facile d'expectorer. Donc, c'est pas tant expectorant en tant que tel, mais ça va aider le poumon en fait, ça va aider le poumon à avoir plus de facilité à expectorer parce que le liquide va être moins collant, moins pris dans les bronches. Donc, on peut un peu se pencher par la suite pour aider à faire sortir. Donc, souvent, on va faire un cataplasme sur le devant, puis ensuite, la personne va se tourner, puis on va faire un cataplasme sur le dos, pour le haut du dos, pour aider aussi la partie du poumon qui est plus vers l'arrière. Donc, ça, c'est vraiment fantastique. Donc, ce qu'on a aussi dans les brassicacées, on a le réfard. Et le réfard, un peu comme la moutarde, comme le wasabi, au Québec, au niveau, dans la fleur sauvage printanière, on a la dentaire qui a le même goût. Donc, ils ont des composés similaires qui sont les isothiocyanates qui sont activés quand on va broyer puis mâcher la racine. Et ça, si vous l'avez déjà vécu, ça libère beaucoup les voies respiratoires parce que c'est légèrement irritant. Donc, on va le dire, la moutarde me monte au nez, puis ensuite, tout de suite, ça va dégager les voies, les sinus, et vous allez être capable, par exemple, si vous avez une sinusite avec une congestion de mucus, pas juste une inflammation, là, mais beaucoup de mucus qui reste pris, on va prendre, c'est le meilleur remède d'ailleurs, j'appelle... C'est comme le drainot des sinus, là. On va soit mâcher carrément du réfard, ou on va râper du réfard à l'automne quand on peut le récolter ou s'il y en a dans les supermarchés, puis le faire infuser dans du vinaigre. Et là, on pourra en prendre une demi-cuillère à thé ou la mettre dans de l'eau avec un peu de miel puis le boire. Ou carrément prendre de la moutarde forte pour aider à dégager ces sinus-là. Et ce que ça va faire aussi au niveau du poumon, c'est que ça va également liquéfier le poumon. Pas liquéfier le poumon, liquéfier le mucus qui est dans le poumon, ça serait épouvantable, liquéfier le poumon. En fait, le réfard, la graine de moutarde, en Europe, c'était notre épice, c'était notre piquant qu'on avait. Le poivre pousse pas sauvage, le gingembre pousse pas sauvage. Donc, c'est sûr qu'il y avait la route des épices, on en importait, mais le commun des mortels, c'était l'épice, en fait, réchauffante qu'ils avaient autour d'eux. Donc, traditionnellement, c'était ce qui aidait aussi pour stimuler le feu digestif.
parce que justement, on a parlé dans le dernier vidéo de la cannelle, du gingembre, de la muscade, mais tout ça, on n'avait pas ça, même en Amérique du Nord. Donc, la moutarde et les racines qui ont ce goût-là piquant, du réfort, du wasabi, ben, c'est nos plantes pour aussi stimuler la digestion. Parce que ça irrite légèrement le système digestif, puis ça aide à sécréter des liquides digestifs. Donc, vous allez le voir, quand vous prenez ça, vous voyez, il y a beaucoup plus de salivation, puis c'est ça, ça réchauffe le feu digestif. Donc, je vais reparler du réfort, puis de la moutarde vers la fin de ce live-là, parce que je vais vous parler du cidre de feu. Le fire cider, qui est une recette traditionnelle où on met plusieurs de ces aliments-là très piquants pour stimuler le feu digestif, mais aussi pour aider à diminuer les infections au niveau digestif, respiratoire, et pour aider aussi à liquéfier le mucus pour que ça soit plus facile à l'expectoration. Donc, prochain aliment, j'aimerais vous parler de l'oignon. Est-ce qu'il y a des questions sur le réfort, le chou? Je vois qu'Anne, elle vous a mis les compresses de chou, les chiffonnières mettant une bout dans la main afin de faire sortir les sucs. La compresse de pommes de terre râpée est aussi très efficace pour les mastites, mais attention, ça tâche. Ça, c'est vrai. Donc, si vous avez une super belle brassière que vous ne voulez pas tâcher, ça tâche comme à tout jamais, là. Ça va noircir le tissu. Donc, la mouche de moutarde, mélanger la poudre de moutarde à l'eau, appliquer la pâte sur un tissu et mettre sur une région désirée. Attention de surveiller de très près, cela peut brûler rapidement. Donc, j'ai dit ça parce que, entre autres, cette vidéo va être rediffusée aussi sur YouTube et les gens n'auront pas ces indications-là. OK, super, excellent. On continue avec l'oignon. Donc, l'oignon, c'est vraiment chouette de savoir quoi faire au niveau thérapeutique avec l'oignon parce que c'est vraiment facile à trouver. On en a à la maison, donc à moins que vous ne tolériez pas cet aliment-là, mais pour les gens qui aiment l'oignon et qui le tolèrent, c'est fantastique. Donc, l'oignon, ça fait partie d'une autre famille botanique, c'est les Alliacées. Donc, on a tous les types d'oignons, les types d'échalotes, les poireaux, l'ail. Donc, tout ça fait partie de la même famille botanique. Et donc, ils ont des composés aussi semblables. Et c'est sûr que, par exemple, l'ail a des composés que l'oignon n'a pas. Et l'oignon va avoir des composés que l'ail n'a pas. Mais ils ont quand même des composés en commun et c'est entre autres aussi des composés sulfurés. Et l'oignon et l'ail ont aussi et tous les aliments dans la famille, dans les Alliacées là, que je vous ai parlé, ont ce petit côté-là piquant qui aide aussi à libérer les bronches, à liquéfier le mucus, à ouvrir les voies respiratoires. Donc, surtout lorsque c'est consommé cru. Donc, on le sait, hein, quand on coupe l'oignon, tout de suite, nos yeux pleurent, puis, en fait, ça dégage les voies respiratoires, là aussi, simplement, thérapeutiquement, couper des oignons, et déjà, vous avez l'effet thérapeutique parce que ces composés volatiles-là vont entrer dans vos voies respiratoires, puis aider à aseptiser vos voies respiratoires, les irriter légèrement pour qu'il y ait cet effet lacrymogène, là, où on pleure, puis aussi les voies respiratoires se dégagent. Donc, l'oignon, je vais vous parler de l'oignon en tant que tel, mais après ça, je vais vous parler de la pelure d'oignon. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la pelure d'oignon. Donc, l'oignon en tant que tel, c'est antiseptique. Beaucoup plus antibactérien qu'antiviral. C'est plus pour les bactéries comme telles. Puis, c'était un remède traditionnel. Par exemple, on allait écraser de l'oignon pour avoir carrément un jus d'oignon. Et ce jus-là était utilisé sur les plaies. Entre autres, c'était un remède de médecine de guerre. Donc, sur les champs de bataille, on avait de l'oignon. On aseptisait les plaies des soldats avec, entre autres, de l'oignon.
Et en plus, après, on travaillait avec la chili millefeuille sur les champs de bataille aussi pour arrêter les saignements. Ça, c'est une autre chose. Euh, J'aimerais ça vous parler un jour de la chili millefeuille. Donc, l'oignon, c'est sûr que quand il est frais, l'oignon cru va être plus efficace comme antibactérien, puis pour aussi dégager les voies respiratoires. Donc, carrément, on peut manger de l'oignon cru. Euh, c'est sûr que c'est fort, c'est piquant, mais c'est ça qui est bon, c'est la médecine. Ce fort-là, puis ce piquant-là de l'oignon et de l'ail, moi, j'aime bien atténuer ce piquant-là avec du miel. Donc, je vais écraser l'oignon, je vais mettre du miel. On peut mettre aussi un petit peu de vinaigre de cidre de pomme, brasser tout ça, puis c'est comme gérable comme piquant. Mhm. Euh, donc, l'autre chose qu'on peut faire avec l'oignon, c'est qu'on va couper comme une assez grosse tranche d'oignon, comme ça. La rôtir à sec dans la poêle, poêle en fonte, par exemple. Tch, tch. Ça va aider à faire. On ne va pas le faire cuire, là, on ne caramélise pas là, notre oignon. Ce que ça fait, c'est que ça brise les molécules, puis ça aide à faire sortir les sucres. Et là, ce qu'on fait, on reprend pendant qu'il est chaud, mais pas brûlant, donc il faut le tester sur une partie de nous. Puis ensuite, on va l'enrober dans un gaz, comme ça, et le placer sur l'oreille de notre enfant qui a une otite. Et ça fait tellement du bien. Donc, la chaleur aide en fait la douleur beaucoup. Puis, il y a comme des vapeurs d'oignons qui vont aller dans l'oreille, puis ça semble aider. Donc ça, c'est un petit truc traditionnel pour les otites. L'autre chose qu'on peut faire avec le jus d'oignon, c'est, mais là, vos cheveux vont sentir un petit peu l'oignon pendant un moment, mais c'est vraiment thérapeutique pour la perte de cheveux. Donc, on va écraser, on va badigeonner un petit peu de jus d'oignon sur le cuir chevelu. Puis, ce côté-là piquant, en fait, c'est que c'est légèrement irritant. Puis, ça stimule la circulation sanguine dans les follicules et ça aide à la pousse des cheveux. Donc, le cheveu va quand même... je pense que j'ai vu une étude là-dessus aussi. Donc, ça a quand même un effet efficace. Puis là, en fait, vous sortez pas, vous êtes à la maison, vous pouvez essayer le jus d'ortie, même si vous sentez l'oignon, vous voyez personne ces temps-ci. Pour les cheveux, l'autre chose qui est vraiment fantastique avec l'oignon, en plus, c'est la pelure d'oignon. Donc, je vais parler un petit peu de la pelure. Là, j'ai cette partie-là qui est colorée, qui enveloppe l'oignon. Et je vous recommande de ne plus jamais le mettre au compost, mais de l'utiliser, soit de le mettre de côté pour utilisation future, surtout quand, tu sais, la partie qui est un peu humide, c'est peut-être la sécher. Mais l'autre partie va bien sécher, puis vous allez pouvoir la conserver, puis l'utiliser pour plus tard. Donc, cette pelure d'oignon-là, excusez-moi, j'ai comme la gorge sèche. La pelure d'oignon, c'est riche en plein de phytonutriments, dont la quercétine. C'est un des aliments les plus riches en quercétine. Et la quercétine, c'est un flavonoïde qui est vraiment intéressant pour les tissus, puis aussi un super bon anti-inflammatoire. En tout cas, je vous laisserai lire les études sur la quercétine. Et c'est ce qui donne, en fait, l'effet thérapeutique, entre autres, de la pelure d'oignon. Et comment on travaille avec la pelure d'oignon, c'est qu'on va on va faire comme une sorte de décoction de la pelure d'oignon, courte décoction, là, ça n'a pas besoin d'être plus de 15 minutes, donc on le laisse mijoter tranquillement. Et vous allez voir, le liquide va devenir d'un beau brun cuivre. C'est sûr que si vous utilisez la pelure d'oignon rouge, le liquide va être beaucoup plus, c'est ça, avec des teintes de rougeâtre, bourgogne un peu. Et entre autres pour les cocos de paille, les cocos de Pâques, vous pouvez l'utiliser pour faire de la teinture aussi, pas juste les cocos de paille, mais d'autres tissus. Je ne sais pas c'est quoi le fixatif
pour l'oignon, mais je suis sûre que vous pouvez trouver ça sur Internet. Mais l'autre chose, c'est pour les cheveux, c'est vraiment intéressant pour aider à augmenter en fait que le cheveu soit un peu plus épais. C'est excellent aussi pour les pellicules. Et quand on l'utilise comme rince, donc vous pouvez vous laver vos cheveux et ensuite vous rincez avec une décoction qui peut avoir refroidi. Il ne faut pas que ça soit trop chaud là, pour la tête. Prenez soin de vous. Sur les cheveux, ça va vraiment revitaliser le cheveu. Ça va foncir aussi le cheveu. Ça va donner des petits reflets cuivrés. Et donc, vous le laissez, vous ne rincez pas les cheveux. Après, vous laissez en fait l'eau. Vous ne rincez pas vos cheveux après avoir mis la décoction de plure d'oignon dans vos cheveux. Et vos cheveux, la plure d'oignon ne sent pas l'oignon en décoction. Donc, il n'y a pas d'odeur particulière qui vont sortir de ça. En fait, vos cheveux vont sentir l'odeur de votre shampoing surtout. Puis, cette quercétine-là, on peut la prendre en interne. Donc, vous pouvez carrément boire. Puis, il y a des minéraux aussi, comme dans la plupart des plures de tous les aliments. C'est souvent là qu'il y a une grosse concentration de nutriments. On ne peut pas vraiment mâcher la plure d'oignon parce que c'est du papier, mais la façon de la consommer, c'est vraiment en décoction. Donc, une bonne décoction, c'est aussi un bouillon de légumes. Donc, on peut vous conserver vos plures d'oignon, puis vous les mettez dans pour faire une base de bouillon de légumes. Ou si vous faites un bouillon de poulet, vous rajoutez plein de plures d'oignon avec vos os. Puis en plus, souvent, on va rajouter des fans de carottes, des fans de radis, plein de choses qu'on ne va pas nécessairement manger, mais qui sont vraiment bons, qui sont vraiment denses en nutriments. Et donc, vous conservez cette quercétine-là. Puis, ça va donner un beau teint très foncé, cuivré à votre soupe aussi. Donc, c'est un autre avantage de la plure d'oignon. Une autre recette de grand-mère pour la plure d'oignon, c'est de boire justement une décoction de plure d'oignon le soir avant de dormir pour diminuer les crampes dans les jambes. Mais moi, je n'ai pas expérimenté, mais ça vaut la peine de le faire. Aussi, traditionnellement, on utilisait cette décoction pour des problèmes de peau. Donc, soit pour en compresse ou carrément, on rajoute la décoction dans le bain. Donc, surtout quand il y a un problème de peau qui est plus généralisé. Donc, ça aussi, c'est à expérimenter. J'essaie de voir vos questions. On me demande si l'oignon rouge est plus intéressant que l'oignon blanc. Mais il est moins fort, donc il y a moins de composés antiseptiques. Donc, plus c'est doux, moins moins le remède est fort. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des anthocyanes. Le pigment est antioxydant aussi, donc il y a d'autres propriétés. Mais moi, je dis variez vos aliments et puis expérimentez. On me demande si le genre d'informations pratiques que je donne est dans le cours alimentation thérapeutique. Oui, il y en a, et plus, c'est beaucoup plus. C'est un cours qui dure 1 an, donc il y a vraiment, vraiment plein d'informations, là. OK. Hop là. OK, parfait. Donc, je continue. Je voulais vous parler de l'ail. Donc, s'il n'y a plus de questions sur l'oignon, de toute façon, Anne est en train de répondre à vos questions. Donc, osez les poser. Il y a quelqu'un de l'équipe qui est là pour vous aider et puis répondre au reste des questions. Donc, l'ail. L'ail, c'est tellement... Ah oui, l'ail aussi, hein, dans la plure, on peut l'utiliser. C'est juste qu'il y en a tellement peu comparé à l'oignon. Puis la quantité d'oignon qu'on prend dans une semaine comparé à la quantité d'ail, c'est moindre. C'est juste ça. Mais dans la plure d'ail est intéressante aussi à conserver. Puis vous pouvez le mettre aussi avec vos plures d'oignon. Donc, l'ail, c'est une bombe comme antimicrobienne. Dans le temps, avant qu'on ait justement accès aux antibiotiques,
on avait l'ail qui était notre antibiotique de maison, en fait. Puis, il y a tellement d'études faites sur l'ail, là, si ça vous intéresse de les lire. Donc, c'est une plante ou un aliment qui a beaucoup aussi été étudié. Il y a plein de composés dans l'ail qui sont franchement intéressants pour, autant, là, je vous parle de sa bombe antibiotique, là, antimicrobienne, mais c'est aussi super intéressant pour le système cardiovasculaire. Donc, il y a plein d'études là-dessus sur le cancer, sur... en tout cas, je vais le décortiquer un petit peu. L'ail, ce qui est fascinant de l'ail, c'est que ces composés vont se transformer selon dans le temps. Donc, quand elle est très, très stable, ces composés sont stables quand elle est enveloppée, parce que c'est un bulbe, donc ça devient... on peut planter, chaque gousse va refaire un plant d'ail. Et c'est vraiment une culture qui est facile à faire d'ailleurs, là. Donc, on peut planter notre ail. Habituellement, on plante le bulbe à l'automne, en passant. Donc, l'ail, il va avoir un composé qui se crée lorsqu'elle est écrasée. Et ce composé-là va pas être en vie ou va se dégrader très rapidement, mais ça prend quelques minutes pour qu'il se forme. Donc, c'est l'allicine. Donc, quand on écrase l'ail, habituellement, on va attendre quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, pour que l'ail crée son composé qui s'appelle l'allicine. Et cette allicine-là va se dégrader aussi assez rapidement. Donc, ça ne va pas être actif pendant des années par la suite. Donc, on vous suggère, surtout pour l'aspect antimicrobien, c'est en fait d'avoir de l'ail fraîche, ou en fait séchée, mais entière, et que vous transformiez l'ail au fur et à mesure que vous en avez besoin. Donc, on écrase l'ail, on la hache ou on la broie, on la laisse agir pendant quelques minutes. Ensuite, moi, je trouve ça vraiment difficile là, de manger de l'ail cru comme ça m'agresse. Donc, ce que je fais, c'est que je vais rajouter du miel à mon ail. Donc, mettons, pour une petite bulle comme ça, je vais rajouter une cuillerée à soupe de miel et aussi une cuillerée à soupe de vinaigre. Puis, je vais laisser comme un peu macérer pendant 20 minutes. Et ensuite, je vais carrément le prendre comme ça. Puis, c'est délicieux. Ça mérite pas du tout. Et on a le plein potentiel antimicrobien de l'ail à ce moment-là. Donc, l'ail, lorsqu'il est ingéré dans le système digestif ou qu'il sera appliqué, je vais vous parler de l'application externe qu'on peut faire avec de l'ail, ces composés vont rentrer dans le système circulatoire et être carrément excrétés par les poumons. Donc, c'est pour ça qu'on a une forte haleine d'ail longtemps après avoir mangé de l'ail. C'est pas juste à cause que c'est dans l'estomac et dans le système digestif, mais c'est carrément parce que les poumons excrètent les composés volatiles de l'ail. Mais en excrétant, en allant dans nos poumons, c'est aussi il y a cet effet antimicrobien partout dans le poumon. Donc, c'est vraiment, vraiment un super remède pour les voies respiratoires. Il y a des études qui montrent que l'ail aussi aide... parce qu'on malheureusement, pour les problèmes respiratoires, on a de plus en plus de bactéries qui ont une résistance aux antibiotiques. Et l'ail aide l'antibiotique à être efficace contre ces bactéries-là. Donc, va diminuer l'antibiorésistance des bactéries. Donc, c'est une super bonne idée quand on a une infection, même si on prend des antibiotiques, de consommer de l'ail en même temps. La précaution qu'on a pour l'ail, c'est que si on en prend trop, ça peut irriter le système digestif. Donc, pour ceux qui ont des ulcères ou des blessures, en fait, au niveau digestif, ça peut être trop irritant. Mais l'ail est aussi un puissant fluidifiant sanguin quand on en prend trop. Donc, si vous avez des troubles de coagulation, vous prenez de la médication anticoagulante, là, que ce soit de la warfarine ou d'autres types, on ne va pas prendre plus que 3 ou 4 gousses d'ail par jour. Ce que je disais dans les études, c'est qu'après 6 gousses d'ail, on commence à avoir des risques
en tout cas, d'avoir des troubles de saignement, de coagulation. Pour ceux qui ont des problèmes. Mais sinon, pour les gens qui n'ont pas de problème, vous pouvez prendre 10 gousses d'ail, vous allez juste avoir vraiment une haleine intense et avoir peut-être une petite irritation au niveau du système digestif. Donc, on y va progressivement, on voit c'est quoi que notre corps tolère, puis c'est ça va aider. Par rapport à son effet antimicrobien, donc j'ai beaucoup parlé des bactéries, légèrement sur les virus, mais c'est pas la meilleure plante antivirale. Elle a quand même des effets antivirales. Puis contre les bactéries, là, c'est assez large. Des grammes négatives, des grammes positives, entre autres contre les staphylocoques, le E. coli. Ça, c'est des études qui ont montré la salmonelle, le clostridium et l'hélicobactère, donc pour la bactérie qui est associée aux ulcères d'estomac. J'ai oublié de vous dire, parlant d'ulcères d'estomac, que le jus de chou, c'est super fantastique contre les ulcères d'estomac. Donc, on prend le jus de chou à jeun le matin et il y a des études qui montrent que le jus de chou agit contre l'hélicobacter bactérie, qui est une bactérie Helicobacter pylori, je pense. Je dis Helicobacter bactérie, qui est impliquée dans un grand pourcentage des ulcères d'estomac. Donc, jus de chou, le matin, c'est un remède traditionnel pour les ulcères d'estomac. Donc, je parlais des bactéries, fantastiques. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé l'ail et son effet sur la flore intestinale, parce qu'on a plein de bactéries dans notre flore qu'on veut garder. Et l'ail semble réguler même la flore intestinale. Donc, elle ne va pas être... elle va pas tuer les bonnes bactéries, mais elle va aider à diminuer les bactéries qui ont tendance à être plus néfastes pour notre système digestif, dont le E. coli, dont le clostridium. Donc, de manger de l'ail régulièrement va aider à réguler la flore intestinale. Donc, vraiment, vraiment fantastique. C'est antifongique. Donc, quand on a aussi au niveau intestinal ou ailleurs dans le corps du candida albicans, puis il y a d'autres aussi type fongique, elle va être vraiment intéressante. Donc, je pense des études sur l'aspergillose aussi. L'ail, c'est vraiment beaucoup plus irritant que l'oignon en externe. Donc, il faut faire attention pour ne pas brûler la peau avec l'ail, hein, parce que c'est très caustique, ce qu'on dit, là, ça brûle. Donc, de faire attention. Par contre, un petit remède traditionnel, c'est, par exemple, sur une verrue, on va placer un onguent ou carrément de la vaseline, c'est ce que vous avez autour de la verrue pour protéger la peau. Et ensuite, on coupe une petite partie d'ail qu'on va placer sur la verrue comme telle avec un échelon et ça va comme carrément brûler la verrue. Donc, quand on l'utilise en externe, l'ail, ce que je fais, c'est que je vais hacher l'ail ou l'écraser, la broyer, et là, je vais mettre de l'huile et je vais le laisser infuser pendant 1 heure ou 2, même des fois 3. Et ensuite, je vais filtrer cette huile-là, puis je vais masser la plante des pieds avec cette huile-là. Ce que ça fait, c'est que pour les gens qui ont de la misère à manger l'ail, donc quand mes enfants étaient petits et qui ne mangeaient pas d'ail, c'était trop piquant, ou ils n'aimaient pas l'ail, ou il y a des gens qui n'aiment carrément pas l'ail, puis qui avaient des infections respiratoires, ce que je faisais, c'est que je faisais une huile d'ail et je masse les pieds, ou même pour vous pouvez masser vos pieds, ensuite mettre une paire de bas que vous allez utiliser que pour ça, là, parce que l'huile va s'imbiber un peu dans vos bas. Et vous allez voir, une demi-heure plus tard, des fois moins, même en 15 minutes, vous commencez à avoir une haleine d'ail. Donc, on voit que tous les composés pénètrent dans la peau, passent dans le système circulatoire et sont excrétés par les poumons. Donc, vous avez cet effet antimicrobien de l'ail qui passe par les poumons. L'autre bibite avec laquelle l'ail, elle est anti-bibite, c'est les parasites. Donc, c'est une super bonne plante antiparasitaire qu'on va prendre
pour, entre autres, les petits parasites unicellulaires, mais ça peut être aussi contre les vers. Donc, traditionnellement, on prenait beaucoup d'ail pour aider à éliminer les parasites. Ou même, tu sais, d'en prendre régulièrement. En fait, c'est ça l'idée de ces aliments-là, c'est quand on les a tout le temps dans notre alimentation, mais ça régule le corps, puis on est moins susceptible d'avoir une parasitose, parce qu'il y a comme une régulation au niveau du système intestinal qui se fait. Un autre remède traditionnel, justement, quand les oxyures, ça c'est les petits vers blancs que les enfants ont tendance à avoir, et c'est super contagieux, là, les œufs des oxyures sont microscopiques, puis ont tendance à même être volatiles, puis puis à se coller partout, puis il y a souvent une surinfection. Et les grands-mères ou les mères, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils plaçaient une gousse, qui peut être plus petite que ça, dans l'anus de l'enfant comme suppositoire, et les jours de pleine lune, pour pas que les femelles aillent pondre, pour briser le cycle de réinfection, puis en interne pour aider à flusher la parasitose. Il y a plein d'autres choses à faire là, pour les parasitoses, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je veux juste vous dire que si jamais vous voyez des trucs pour le suppositoire d'ail, c'est vraiment efficace, là. Mais c'est vraiment important que quand on pèle l'ail, qu'on la pèle vraiment délicatement pour pas qu'on brise la paroi, parce que ça va faire sortir des sucres qui sont super caustiques, là, qui vont brûler, puis vous allez endommager l'anus. Donc, c'est pas une bonne idée, en tout cas, à utiliser avec précaution. Et il y en a qui ont peur. « Ah, mon Dieu, c'est rentré, comment ça va sortir? » Ça sort avec la selle le lendemain. C'était aussi... moi, j'avais une amie italienne qui disait « Ah oui, ma mère, elle me... » C'était quand on avait une grippe, c'était les suppositoires d'ail qui étaient utilisés. Donc, c'est peut-être moins dans notre culture, là, mais traditionnellement, en fait, en Europe, c'était ça qui était utilisé. Le temps avance. Je voulais vous parler de l'ail. Pour son effet sur le système cardiovasculaire. Donc, si vous, dans votre famille, vous avez des historiques chez vos parents ou vos frères, vos sœurs plus âgés ont des troubles cardiovasculaires, c'est un super outil de prévention pour les problèmes cardiovasculaires. Donc, ça protège les vaisseaux, ça prévient la formation de plaques d'athérome, ça peut même aider à les réduire quand ils sont là. Ça diminue le LDL, donc ça change votre profil lipidique. Ça va aider même au niveau de la pression sanguine, ça aide à rétablir en fait la pression sanguine. Donc si vous faites de l'hypotension, ça va pas vous amener en hypotension. Ça va donc comme protecteur cardiovasculaire, c'est fantastique. Donc, pour terminer, j'aimerais vous parler du Fire Cider. Puis, il y a eu une bataille en cours aux États-Unis avec des herboristes pour, en fait, diminuer le trademark, qui me manque le mot, la marque de commerce, c'est ça. Fait qu'il y a une compagnie qui s'est attribuée, qui a comme réservé la marque de commerce Fire Cider. Et en fait, c'est un remède, une recette super traditionnelle. Et donc, les herboristes sont allés en cours pour faire valoir ce droit-là. En fait, qu'on ne peut pas avoir une marque de commerce sur un terme qui est une recette traditionnelle. Et elles ont gagné! Donc, c'est vraiment fantastique. Une super équipe d'avocats. Donc, ça, c'est un... je vous invite à aller lire là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il me reste vraiment juste quelques minutes. Mais cette recette traditionnelle-là, moi, ma prof nous l'avait montrée sous le terme le vinaigre du professeur Cayenne. Et c'est un amalgame. Il y a plein de recettes là, de Fire Cider. Vous pouvez faire la vôtre, vous pouvez la changer à chaque année. Et c'est un mélange d'aliacées avec donc ail, oignon,
avec du gingembre. On a parlé du gingembre dans le dernier Facebook Live. Et de la cayenne. Donc, on a 4 plantes super réchauffantes qui aident à faire suer, donc qui aident à briser les fièvres, qui aident aussi à liquéfier le mucus dans les poumons. Et à ça, on rajoute, ni plus ni moins, une brassicacée, que ça soit de la graine de moutarde écrasée ou du réfort. Et donc, ça, c'est la recette de base. Anne va vous mettre une recette. À ça, moi, souvent, je rajoute quelque chose qui est très riche en vitamine C. Soit des baies d'églantier ou carrément du persil ou ça m'est arrivé de mettre des plures d'agrumes. Et c'est sûr que tout ça, c'est bio. En plus, je veux juste spécifier que la pleure d'oignon, idéalement, surtout si vous la consommez en interne, achetez des oignons cultivés de façon biologique, sans pesticides. Donc, on va mettre tout ça, puis tu sais, il y a plein de, moi, chaque herboriste a sa recette, là, dans des proportions différentes. C'est sûr qu'on met en proportion moins de cayenne que d'oignon. Et on va broyer ça, soit au robot ou le hacher finement, et le placer dans un bocal, tous ces beaux ingrédients-là ensemble, et soit seulement le couvrir de vinaigre de cidre de pomme ou faire un mélange vinaigre de cidre de pomme et miel. Donc ça adoucit aussi beaucoup le mélange. Puis c'est vraiment fantastique. Moi, habituellement, je fais que cidre de pomme parce que je vais prendre le vinaigre après que je laisse infuser. En fait, je laisse infuser tout ça pendant au moins un mois. Mais le vinaigre, je vais l'utiliser dans de l'eau. Il y en a qui prennent ça comme tonique quotidien tout l'hiver pour ne pas avoir froid aux extrémités, pour prévenir les infections respiratoires. Tu sais, comme c'est un fortifiant. Hein? Et donc, on met ça dans de l'eau chaude avec un peu de miel, comme ça qu'on va boire. Et le reste, donc tout ce que j'ai râpé, je l'utilise après dans les recettes, dans les soupes, tu sais, je rajoute ça dans mes bouillons. Donc, c'est vraiment délicieux. Donc, je vous invite à expérimenter votre propre recette de Fire Cider. Je regarde, avant de terminer, les autres questions. Vous lirez, c'est ça, là, une fois qu'il est planté, il va revenir tout le temps. C'est Carol qui parlait de son jardin. Il y a miel. OK, ça a été répondu. Donc, moi, je vous invite vraiment à expérimenter ça, travailler avec ça. Il y a des recettes de sirop d'oignon aussi sur le web, d'expérimenter avec l'ail aussi âgé. Donc, on écrase l'ail, on va le mettre dans du vinaigre ou dans de l'alcool, puis on laisse macérer pendant 1 an ou 2. Puis ensuite, plus ça vieillit, puis il y a d'autres composés qui se forment. C'est vraiment fascinant, l'ail. De voir aussi c'est quoi votre tolérance, puis en plus d'expérimenter si vous avez des cheveux foncés, là, d'expérimenter avec l'oignon, la pleure d'oignon pour vos rinces. Donc, je veux aussi vous dire que ces vidéos-là vont se retrouver sur notre chaîne YouTube. En passant, ça fait 10 ans qu'on a une chaîne YouTube et on n'était pas très active. On va recommencer à mettre des vidéos comme ça, des entrevues aussi que j'ai le goût de faire avec plein de gens. Donc, aussi ça et plus encore dans notre cours d'alimentation thérapeutique où on apprend comment travailler avec les aliments de façon thérapeutique, puis travailler avec l'alimentation de façon thérapeutique, puis comment inclure aussi les plantes médicinales dans l'alimentation. Donc, c'est ça, le remède, l'alimentation, ça vient comme tout un amalgame qui se marie de façon goûteuse et harmonieuse. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Donc, bonne semaine. Au revoir.